Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio avec Yoann Huget, Philippe Spanghero. Sommaire, ce soir, les stars françaises du Seven à Los Angeles. L'entraîneur de l'équipe de France, Jérôme Daré, sera notre invité d'ici quelques minutes. Il a brillé avec les Bleus à 7 ou à 15. Vincent Clerc sera avec nous en ouverture de cette émission. On parlera du Seven, on le disait, puis on se projettera sur le déplacement des Bleus à Cardiff. Le débrief du week-end côté top 14. L'UBB retrouve des couleurs. Nance Ducuin, l'arrière bordelais, sera notre invité. Vous aussi, vous êtes les bienvenus, bien sûr, au standard de Sud Radio. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Yoann et bonsoir Philippe. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Bonsoir Quentin Cabanis, l'homme qui est à la fois aux commandes, c'est-à-dire à la réalisation et à la fois aussi aux infos. Il surveille tout. Voilà. Oui, c'est un peu notre Rémi Bricard. Salut. Allez, les dernières infos rugby à retenir de ce lundi. Les dernières infos, c'est évidemment les Français vainqueurs du tournoi du Seven de Los Angeles avec une victoire en finale face à la Grande-Bretagne 21-0. C'est le premier titre en Seven depuis 2005. Les Bleus sont passés de la 7e place au rang mondial à la 4e place grâce aux 20 points empochés en Californie. Les filles, malgré la contre-performance avec une élimination en quart de finale, restent 3e du classement mondial. La prochaine étape du circuit de Seven se déroulera en Asie et plus précisément à Hong Kong. Ce sera du 5 au 7 avril prochain. Jean-Baptiste Aldiger officialise son départ au cours d'une réunion qui s'est déroulée cet après-midi au stade Aguilera. Le président du Biarritz Olympique a officialisé auprès de ses joueurs son départ ainsi que celui de son propriétaire Louis-Vincent Gave à l'issue de la saison. C'est désormais officiel. On a la liste des 34 pour le Pays de Galles. Fabien Galtier a dévoilé cette liste de 34 joueurs retenus pour préparer la rencontre, donc avec notamment des choix marquants. Flamand et Meafou de retour dans le groupe après les blessures. Pierre-Louis Barassi profite de la suspension de Danty. Antoine Astoy est de retour suite à la blessure de Jalibert. Et on retrouve aussi dans ce groupe France, Georges-Henri Colombe. Voilà, et tout ce petit monde est à Marcoussis. On va bien sûr en reparler, comme on va reparler du Seven. On accueille en ouverture bien sûr Yoann et Philippe, ils sont là, bien évidemment, et surtout Vincent Clerc, notre premier invité du soir, dans Au cœur de la mêlée. Salut Vincent. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous à l'heure, comme on avait dit, exactement comme on avait dit, Vincent. Toujours à l'heure, Vincent. Oui, c'est incroyable. Vincent, il y a 19 ans, tu gagnais avec l'équipe de France une étape du Seven, c'était à Paris, à Jean-Bouin. Depuis, il y avait une longue attente jusqu'à cette nuit, à peu près à 4 heures du matin, où les Français ont remporté le tournoi de Los Angeles. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je trouve que c'est une super récompense. Moi, j'étais, je pense qu'un peu comme Antoine, j'étais rentré dans un groupe qui tournait autour d'une victoire avec beaucoup de travail, beaucoup de résultats, mais à chaque fois, il butait sur la dernière marche. Et c'est vrai que j'avais eu la chance de vivre ce moment assez fabuleux avec le groupe, en étant un peu en retrait, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a l'impression de rentrer dans un groupe qui mérite, et puis nous on n'a pas construit l'avant, et c'est vrai qu'on a senti énormément de libération et de joie, donc ça faisait très plaisir à voir pour ce groupe, et puis pour Antoine qui a tenté une aventure et qui encore une fois c'est Paris gagné. Ouais, c'est vrai, il est pas mal Antoine Dupont, même à 7, on va y revenir. Philippe, tu étais debout, tu as regardé ça à 3h30, comment t'as fait ? Alors non, je suis désolé, en étant tout à fait honnête, non, j'ai pas tenu. Par contre, j'ai regardé ça dès le réveil. Mais toi, t'étais encore sous l'euphorie de ton semi-marathon et de ton temps. Donc non, mais c'est vrai. Après les grands rendez-vous, c'est dur de trouver le sommeil. Mais on va revenir au cas Yoann, notamment à sa performance. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est intéressant de faire ce parallèle avec cette victoire de 2005. 19 ans, c'est énorme. Et puis là, surtout, c'est à quelques mois des Jeux en France, donc ça a une dimension et un impact encore plus fort autour d'Antoine Dupont. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui et de ce qu'il draine tout seul. On voit ce qu'il est capable de générer. Il y a des chaînes télé qui se positionnent exclusivement pour acheter les étapes qui vont suivre dans les mois qui arrivent pour Antoine Dupont. Donc on voit qu'à lui tout seul, quelque part, il donne une caisse de résonance à cette discipline. Et ça, c'est super important, peu importe ce qui se passera au jeu, mais pour le développement de cette pratique qui est un relais de croissance hyper fort pour le rugby. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une étape, mais qui doit mener des développements stratégiques.
Ouais, et qui est effectivement un beau sport, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est super bien quand les Français gagnent, Johan, mais bon, juste quand même petite parenthèse sur tes 10 km. Tu as fait les 10 km de Paris, c'est ça? 21, oui, semi-marathon, pardon. Mais c'est passé comme 10 km. Je me suis accroché. Pas de courbature aujourd'hui ? Comme avec ma carrière. Je me suis accroché, on va dire, tout au long des 21 km. Mais non, c'était un plaisir de pouvoir courir avec les anciens aussi Rédumen qui étaient là, Julien Arias et Benjamin Fall. Donc voilà, c'était un moment de partage surtout plus que de performance. Voilà, et c'est aussi dur qu'un match de Seven. Est-ce que tu en as fait toi des matchs de Seven, Johan ? Non, mais je pense que le Seven est beaucoup plus dur en intensité. Là, c'était vraiment sur la longueur. Il fallait tenir surtout plus que la performance. Qu'est-ce que tu as retenu de cette performance des Bleus à Los Angeles cette nuit et tout au long du week-end? Parce qu'on a vu quand même aussi la performance monter depuis de longs mois, mais là, c'est sur tournoi, on les a sentis très forts, notamment face aux Fidji où ils perdent. Ouais, mais ils avaient été pas mal. Il manque 3 essais en première mi-temps. Ils étaient dans essais, but, et ça passe pas. Du coup, ils perdent ce match. Et je pense que c'est un mal pour un bien parce que derrière, ils ont pu se remobiliser et se dire que malgré les bonnes performances, la victoire n'était jamais facile ni acquise au rugby à 7. Et derrière, ils ont eu un quart de finale face à une équipe irlandaise très très costaud, qui a rien lâché, qui a failli même gagner sur une dernière transformation à la dernière minute. Donc ils avaient, on va dire, toutes les planètes alignées pour gagner ce tournoi. Et la finale, on a senti quand même une équipe britannique arriver avec pas mal de blessés. Ils avaient que 2 ou 3 remplaçants sur l'équipe. Donc ils avaient Antoine Dupont sur le banc, l'équipe de France. Ils avaient déjà préparé un peu leur coup en essayant d'épuiser cette équipe et faisant rentrer après derrière la cavalerie. Vincent Clerc, toi qui as un regard technique sur cette discipline qui est certes une émanation du rugby à 15, mais qui a quand même ses spécificités techniques, qu'est-ce qui t'a impressionné chez les Français sur les matchs que tu as pu voir, j'imagine en différé, parce que tu n'étais pas debout à 4h du matin? Non plus. Mais c'est le côté athlétique et je crois qu'aujourd'hui il y a une dimension athlétique et technique de tous les joueurs qui ont basculé dans des contrats pro. Je crois qu'aujourd'hui en France on n'est pas assez structuré et pendant des années il y avait des résultats avec le talent de joueurs, mais il fallait construire une ossature qui puisse performer dans le temps. Et c'est vrai qu'on voit que ces joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, l'habitude de s'entraîner, et effectivement le rugby à 7 est quand même très spécifique physiquement. On voit que ils arrivent à faire la différence sur la vitesse, techniquement ils arrivent. On a l'impression que à 7 il y a des espaces partout, mais face à ces joueurs-là, on voit que c'est pas si évident de ça que de passer. Donc vraiment, on a une richesse technique et physique de ces joueurs qui est assez impressionnante. Il y a aussi pas mal d'expérience sur le tournoi. On l'a vu avec Stéphane Parez qui a marqué ses 102e essais, qui enchaîne les tournois. Donc il y a une bonne mixité dans ce groupe, mais qui vit ensemble depuis un petit moment. Et je trouve qu'ils ont une force mentale peut-être qu'ils n'avaient pas il y a quelques années, renforcée par la dynamique que peut amener Antoine aussi. Ouais, est-ce que c'est un concours de circonstances, cette victoire, comme l'a dit humblement Antoine Dupont après sa victoire, selon toi, Vincent? Pas que, il faut toujours un petit peu de réussite, mais c'est valable dans tous les sports du monde. Mais non, je crois pas que c'est un concours de circonstances, parce que l'équipe de France, elle performe depuis un petit moment. Il lui manquait un petit déclic. Est-ce qu'Antoine en a la raison? Probablement. Je crois qu'il arrive aussi avec beaucoup d'humilité et l'envie de pas décevoir, parce que alors moi je l'ai vécu que pendant une semaine, mais quand on arrive du 15 et qu'on tente un pari, on a surtout envie de pas être ridicule et de montrer qu'on peut s'intégrer à un groupe qui vit déjà ensemble. Je pense qu'Antoine l'a fait à merveille en grappillant le temps de jeu petit à petit, en amenant son expérience du 15 et surtout en faisant jouer autour de lui et en profitant de quelques espaces. Mais je crois que voilà, c'est peut-être cette nouveauté qui manquait à l'équipe de France, qui a amené un petit peu de dynamisme, d'expérience, et puis aussi je pense que les adversaires ont regardé Antoine Dupont un peu différemment et ça a peut-être libéré aussi un petit peu plus d'espace que d'habitude pour les joueurs. Et voilà, c'est des petites choses qui font qu'à la sortie, enfin, cette équipe de France, elle peut gagner et il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas enchaîner parce qu'elle a le niveau, même sans Antoine Dupont sur les prochains tournois. Est-ce que, messieurs, Philippe pour commencer, Johan ensuite, vous pensiez que
on va dire, Antoine Dupont allait aussi vite s'adapter en 2 tournois, le bronze et l'or, et il y est pour quelque chose quand même quand on regarde les matchs. Dans type des tournois à chaque fois. Hein. Ouais. C'est facile de dire ça maintenant, mais honnêtement, oui, on a eu le débat il y a quelques semaines, et moi j'en étais assez persuadé parce que on a parlé des spécificités de ce sport, mais je veux dire les qualités d'un joueur comme Antoine Dupont. Forcément, il était capable de s'adapter. Alors après, il y a des petits ajustements, mais c'est un facteur X à 15 ou à 7, c'était indéniable. Et donc, c'est la mesure beaucoup plus subjective de la dimension psychologique qui, pour moi, est aussi très importante. Voilà, moi, j'en doutais pas, mais pour moi, le pari est déjà réussi, la question est déjà réglée et la dynamique est lancée. Johan. Philippe a raison, c'est au-delà des capacités physiques que peut avoir Antoine, c'est quand même un joueur très intelligent. Il y a une image qui m'interpelle, mais ça m'étonne pas de lui, c'est qu'ils sont tous dans l'avion et lui il est avec son iPhone, on pense qu'il regarde une série, mais non, il regardait déjà des matchs du Super 7. Donc c'est-à-dire qu'il est déjà projeté, il anticipe les courses. Voilà, quand on voit le dernier essai de l'équipe de France, il cherche et d'une fois que ça s'ouvre, il fait la passe et il y a un grand boulevard pour aller marquer. Donc c'est un joueur qui s'adapte, un joueur intelligent et il y avait aucun doute sur le fait qu'il prenne ses repères, et je pense que ça allait même un peu trop vite pour Jérôme Daré qui a été obligé de le mettre plus vite que prévu, je pense. Parce qu'il s'est aperçu de son importance autour de l'équipe. Pour moi, c'était un régulateur que son défense, il s'avait jamais fait prendre. Et en attaque, il a été extrêmement bon. Il a été effectivement énorme. Vincent, on va pas vous relâcher quand même, non, sans vous avoir parlé du match que vous allez couvrir ce week-end avec nos amis de France Télévisions. Un certain Galles-France. Est-ce que c'est peut-être le match le plus important de l'ère Galtier en dehors de la Coupe du Monde ? Je sais pas si c'est le plus important. En tout cas, il est important pour le groupe et pour que ça vive un peu mieux, parce qu'on sent que là, il y a beaucoup de pression sur les épaules du staff, des joueurs. S'ils veulent se libérer un peu de cette pression, je crois que la victoire en Écosse et le match nul contre l'Italie n'a pas suffi à rassurer. Et si le nouveau staff veut un peu s'installer sereinement, ce match-là, il est important. Après, ça reste un tournoi qui est toujours particulier sur les post-Coupe du Monde. Je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait eu malgré tout des blessés, un carton rouge. Ça force un peu cette équipe à mettre du sang neuf. Je crois que c'est ce qui manquait aussi un petit peu sur cette Coupe du Monde, avec des joueurs qui sont forcément un peu fatigués, émoussés physiquement et psychologiquement après 4 ans qui ont été exceptionnels. Donc la rentrée de joueurs qu'on attendait depuis un moment, comme Emmanuel Meafou, la politique de l'homme en forme. C'est vrai qu'on était un peu sorti de cette politique-là en disant on veut stabiliser les cadres, les rassurer, leur donner le droit à l'erreur, et ça c'est une bonne chose. Mais malgré tout, il faut aussi l'équipe de France, elle vit aussi avec la politique de l'homme en forme, et quand on voit des joueurs comme Barassi arriver, Léo Barré à l'arrière éventuellement, ça peut amener un petit plus, parce que de porteurs, voilà, il y a des joueurs qui vont avoir l'opportunité de saisir leur chance, et ça généralement ça tire un groupe vers le haut. Donc effectivement c'est un match charnière pour pouvoir travailler sereinement dans les mois à venir. Après, ce tournoi n'était pas un tournoi décisif. On est à 4 ans d'une prochaine Coupe du Monde. C'est un tournoi de transition, donc il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir, mais il faut faire des choix et puis faire rentrer un peu de sang neuf. Donc, du coup, il faudrait associer du porteur à Moefana. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent, toi qui es proche de l'équipe de France? C'est à Vincent que je posais la question. Alors, moi, je pense pour le rassurer. Non, je pense que c'est pas dans l'optique de l'équipe de France, c'est qu'ils veulent quand même une stabilité en gardant certains cadres sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense que Gaël, ils veulent le garder sur le terrain parce que c'est pour eux le leader de la défense. Donc Moefana ne démérite pas, sauf qu'il n'a pas été mis à son poste sur le premier match. On l'a sorti en suivant. Ça vaut le coup de peut-être le revoir. On avait choisi une ossature bordelaise au début du tournoi. Ça vaut, à mon avis, le coup de le revoir au centre. Il y aura Moefana. Et après, pour l'instant, Gaël est un peu le régulateur et l'équipe de France a envie de le garder. Donc, je pense que je suis pas sûr que le changement se fera sur les deux centres, mais il faudra à un moment donné, faire jouer des jeunes joueurs. Pourquoi pas les faire rentrer tôt dans le match et voir Léo Barré, Meafou, le retour de Flamand. Thomas Ramos risque de rester en 10, c'est plutôt aussi une bonne chose parce qu'il est quand même très performant à ce poste-là. Mais je suis pas sûr qu'il faille tout changer non plus dès ce match-là. Non, après c'est pas
Fabien, c'est pas un adepte de tout changer non plus. Mais comme il aime bien les associations avec Lucu, Jalibert, je me suis dit que pour assurer peut-être de porteurs qui frappent fort, il aurait pu avoir tendance à associer cette paire bordelaise. Tout à fait, mais on a aussi Barassi qui arrive dans le. Il y a beaucoup l'avantage, c'est que de nouveau on se retrouve avec beaucoup d'options, avec des joueurs qui sont très en forme dans leur club. Donc je trouve que c'est quand même des choix qui vont être, que ce soit de Porter, Barassi, les associés avec Moefana, c'est des joueurs qui sont en canne, qui ont envie de prouver, et ça peut être une solution face à des Gallois pour l'instant qui gagnent pas, mais qui ont lancé aussi tous leurs jeunes et qui font plutôt des matchs convaincants dans le contenu. Voilà, il faudra pas se tromper parce que ça va être un match très dur. Mais après, c'est le match parfait pour l'équipe de France. Ils vont là-bas sans complexe, sans pression. Ils sont joués à l'extérieur. Je trouve que, pour moi, ils n'ont rien à perdre sur ce match-là, cette équipe de France. Ouais, c'est vrai, mais si on se souvient de 2020, si on parle des derniers mandats, 2020 au Pays de Galles, ça avait été sévère, avec. C'est pas la même équipe, François. Oui, mais il y avait eu une séquence défensive, 2 séquences défensives de folie, et il s'en était sorti miraculeusement. Et ensuite, il y a eu un 13-9, je crois, il y a 2 ans. Donc c'est vrai que Cardiff, c'est pas non plus la destination où on y va les doigts en éventail, quoi. Ah non, jamais. Non, mais surtout sur le début du tournoi, dans l'engagement physique, les Gallois, ils sont assez impressionnants. On les voyait tous vraiment au fond du trou avant le début du tournoi. On a vu une équipe largement remaniée avec beaucoup de jeunes. On n'y croyait pas trop, et finalement, dans le contenu et dans l'intensité, ils sont assez surprenants. Donc, au moins, on est prévenu qu'ils sont pas à la rue, ces Gallois. Bon. Après, quelque part, pour finir et pour rejoindre Johan, je pense que là, avec ce début de tournoi manqué et puis cette vraie contre-performance à la maison, je pense qu'il y a plus d'attentes en termes de comportement que de résultats. La pression, elle n'est pas sur les épaules des Français pour moi, parce que là vraiment on cherche à se retrouver, et je pense qu'au-delà de la victoire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on attend vraiment de voir la capacité de réaction, du caractère de cette équipe, parce que c'est bien psychologiquement qu'on est inquiet, parce qu'on les sent fragiles. Et donc pour moi le résultat au plan de shot, il viendra en temps 2. Là vraiment c'est voir si cette équipe elle a digéré cette contre-performance italienne, et si collectivement les joueurs se sont retrouvés et ont une attitude rassurante. C'est ce qu'on espère, effectivement. Et puis surtout, on espère que ça finira comme ça. Regardez, écoutez. Mignoni, 4 points de retard. Boxis. À gauche, il est passé. Le ballon, c'est magnifique. Et c'est français. Superbe. Et regardez la joie des Français. On laisse le Vincent Clerc. C'est le chaos de l'équipe de France. Ah, on espère que ça va se terminer comme ça, Vincent, ce week-end. C'était Croke Park, ça, on est d'accord. Il ne faut pas que se trompe de destination, quand même, l'équipe de France. S'ils vont à Dublin, T'as pas marqué au Pays de Galles, apparemment, Vincent. Je crois que j'ai marqué contre les Gallois, mais pas au Pays de Galles, non. D'accord. C'est dur d'aller au Pays de Galles. Merci Vincent d'avoir été avec nous, Vincent Clerc. C'était un grand plaisir, et on vous retrouve donc ce week-end avec France Télévisions. Voilà, puis vous savez que parfois on regarde France Télévisions, mais on écoute Sud Radio, souvent, ça se fait beaucoup. Enfin bien bon, mais en tout cas samedi, vous serez déjà à Cardiff pour les matchs de tournoi, puisqu'il y en a 2 samedi en plus de la journée de Top 14. Merci Vincent. À bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous les auditeurs, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300, et puis dans 10 minutes on parlera Top 14, et ensuite Jérôme Daré sera avec nous, le sélectionneur du Seven dont on a parlé. Mais vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 23h23 sur l'antenne de Sud Radio, vous êtes les bienvenus dans Au cœur de la mêlée avec Johan. 20h23, pardon. J'ai inversé, 23h, 20h23 bien sûr. Il est tard, mais pas tant que ça quand même. Et surtout, on est heureux d'être avec vous au 0826 300 300. C'est Théo qui nous appelle, Théo de Paris. Bonsoir Théo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un joueur de rugby à 7. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais te tutoyer d'ailleurs, Théo, si tu veux bien. Est-ce que tu es un joueur heureux d'avoir assisté à cette victoire historique des setistes français ? Effectivement, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, donc forcément, ça fait beaucoup plaisir. Le niveau de jeu, il était plutôt impressionnant sur le tournoi, donc c'était positif.
positif. Voilà, tu penses qu'il y a eu un effet Dupont, toi, dans la performance des Bleus, parce que quand même les Bleus sont réguliers, ils avaient performé à Perth en début de saison en battant notamment les Blacks. Il y a eu quelques finales aussi, il y a eu une médaille de bronze certes à Vancouver avec Dupont, mais est-ce que tu penses qu'il y a eu un effet Dupont? Alors, bon, oui, je pense qu'on va pas se mentir, il y a eu un effet Dupont. On peut le voir que des fois, sur des 2 contre 2, voire des 3 contre 3, il n'y a pas de décalage, et par un pas doigt, une feinte de passe ou quoi, il arrive à créer un espace et faire une passe dans le bon timing, donc pour libérer les bras et aller à l'essai. Donc je pense qu'il y a un réel effet Dupont. Bon, Johan, tu es d'accord, toi, effet Dupont? Oui. Oui, effet Dupont, on le sait, mais pas tant peut-être sur le match. Oui, il apporte ses qualités et sa vision du jeu, mais par rapport aux autres joueurs, j'ai trouvé les autres joueurs extrêmement bons aussi. Élever leur niveau de jeu, être plus concentrés sur les matchs qui comptent. Et c'est ce qui leur manquait un peu, ce petit détail où ils perdaient les matchs dès qu'ils prenaient un essai. Et là, on les a sentis hyper solidaires et concentrés. Et l'envie de bien faire par rapport à Antoine qui s'est beaucoup investi aussi peut-être. Voilà, toi, en tant que Parisien, Théo, et joueur de Seven, forcément, la performance du joueur du Stade Français, Andy Thimot, doit aussi retenir ton attention. D'ailleurs, c'est un joueur avec lequel j'ai eu la chance de faire un tournoi. Donc, j'ai pu voir en constante évolution. Et c'est vrai qu'il est très important, donc notamment dans les duels en l'air. Donc, où il arrive à récupérer des ballons dans les zones de combat et également en attaque. Donc, ouais, c'est un réel bon joueur. Philippe... Que ça soit à 15 ou à 7 d'ailleurs. Oui, c'est effectivement la jeunesse triomphante et parisienne. Philippe Spanghero, tu penses effectivement que tous ces joueurs, ils sont un peu tirés vers le haut, un peu comme Dan Carter l'avait fait quand il était venu à Perpignan et il s'était blessé rapidement et l'équipe avait été portée malgré tout par sa présence et son exigence. Est-ce que c'est pareil avec l'arrivée d'Antoine Dupont? Alors pour moi, c'est la bonne comparaison et Dan Carter avait refait le coup au Racing. Alors il y avait plus de joueurs de haut niveau et d'expérience autour de lui. Le contexte était un peu différent, mais à lui tout seul, il avait quand même amené et insufflé cette culture de la gagne. Et ça, Antoine Dupont l'a clairement, et on compare d'ailleurs les deux joueurs aussi par rapport à l'impact qu'ils ont extra sportif, parce qu'ils ont été tellement peu nombreux dans l'histoire que pour moi c'est la bonne comparaison avec Dan Carter, c'est exactement ça, et sans faire offense aux autres joueurs, parce que comme le disait Johan, pour hausser son niveau de jeu, il faut avoir ces capacités-là. Mais il y a quelque chose qui s'est déverrouillé psychologiquement quand on va jouer cette équipe. D'ailleurs, j'en parlais avec Alex Priam qui parlait avec des joueurs qui se disaient avant ce tournoi, qui pensaient que c'était le leur, que c'était le bon moment. Donc, ils performaient souvent depuis 2005, mais sans jamais atteindre la dernière marche du podium. 6 finales, et dont la dernière, je crois que la dernière saison, ils en font 2 qui perdent. Ça a été la seule saison, la saison dernière ou celle d'avant, où ils font 2 finales perdues. Donc ouais, on n'arrivait plus à retrouver le chemin de la victoire. Et il y a des joueurs comme ça qui vous font comprendre que vous en avez les moyens et que la gagne se retrouve le vestiaire. Et Antoine Dupont, il a ça. Et encore une fois, c'est très subjectif et on ne sait pas à quel pourcentage de la performance ça intervient. Mais quand on voit cette équipe sur le terrain aujourd'hui, indéniablement, il y a un effet Dupont qui est important. Théo, est-ce que, en quelques mots, est-ce que cette équipe de France à 7 va décrocher l'or olympique après l'or d'Hollywood? Difficile à dire. L'Argentine a plutôt dominé sur ce qu'on a pu voir sur l'ensemble de la saison. Ils ont beaucoup de bons athlètes, ça va très vite. Donc moi, je partirais plutôt sur l'Argentine dans ce que j'ai pu voir. Après, c'est vrai que la France, ça fait partie des outsiders. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Donc après le 7, ça se joue vraiment sur des détails. On peut le voir, ça se joue sur un match, donc 14 minutes, ça va très vite. Il suffit de prendre 1-2 essais. Donc après, si on est derrière, c'est difficile. Bon, c'est bien noté en tout cas. Merci Théo d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Merci de nous être fidèles à Sud Radio. Et puis voilà un petit coup de projecteur aussi sur l'association Les 7 Fantastiques. Merci Théo. À très vite sur notre antenne. Allez, dans un instant, on va continuer au cœur de la mêlée. On a parlé du Seven. On va en reparler avec Jérôme Daré aux alentours de 20h45 sur l'antenne de Sud Radio. Et puis Nance Ducoing qui va être avec nous juste après la pause. Nance Ducoing, arrière de l'UBB, pour parler top 14. À tout de suite.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 20h30 et non pas 23h, 20h30 sur l'antenne de Sud Radio. Yoann Huget, Philippe Spanghero au cœur de la mêlée. Et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Nance Ducoing est notre invité. On est ravis d'accueillir Nance. Salut Nance. Salut, bonsoir à tous. Arrière de l'UBB, victorieux l'UBB face au Racing, c'est l'un des enseignements de ce week-end. Mais on va vous donner les dernières infos du jour avec Quentin Cabanis. Rebonjour Quentin. Rebonjour François. Et hier soir, La Rochelle a dominé en top 14. Les Rochelais ont corrigé l'ASM 42-3. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur clermontois Christophe Furios a dénoncé une mentalité de merde de la part de son équipe, et ce depuis plusieurs semaines déjà. Au classement de ce top 14, le Stade français et le Stade toulousain restent leaders devant l'UBB et le Castres Olympique. On va retrouver Toulon à la 5e place. Ensuite, il y a 3 équipes qui se partagent la 6e place, le Racing, Pau et La Rochelle. Et en bas du classement, grâce à son succès à Oyonnax, le MHR sort de la zone rouge. On va retrouver à l'avant-dernière place l'USAP et à la dernière place Oyonnax, plus en difficulté que jamais. Un mot de rugby à 7. Outre la victoire de l'équipe de France, la première depuis 2005 au tournoi de Los Angeles grâce à une victoire en finale face à la Grande-Bretagne 21-0. Il y a une équipe qui a contre-performé, c'est les Fidji, et ça fait grand bruit au pays puisque le Premier ministre des Fidji a convoqué la fédération suite aux mauvais résultats pour établir un plan, notamment en vue des Jeux Olympiques. François. Voilà, non, ça te fait réagir ça, le ministre qui convoque les Fidjiens là pour après la défaite face à l'Espagne? Ouais, je me dis que si le prochain tournoi à 7, l'équipe de France fait pareil, il y a moyen que Gabriel Attal donne aussi un coup de fil, donc attention. Attention. Tiens, dans les news, il y avait Christophe Furios là qui était pas content. Commence pas à me lancer sur ça, François. Je le laisse plus chez nous, je le laisse tranquille. Ouais, et voilà. Bon, ça t'a pas fait de tort, ça quand même. Tiens, j'y vais. C'était pas ma première question que j'avais prévue parce que je prépare énormément. Mais pourquoi tout le monde rigole? Non, mais c'est vrai. Il t'en a voulu justement, Christophe Furios, quand tu l'imitais un peu ou Non. Bon, c'était resté sur le ton de la. Il t'a jamais rien dit, c'est incroyable ça quand même. Non. Le connaissant un peu avec son caractère, qu'il est. Non, bon après si, il me disait des choses, mais tu sais, quand ça se passait bien, quand tu joues et que voilà, ça le faisait rigoler, c'était le premier à m'envoyer des messages, putain t'es con, t'es d'être bon demain et tout ça. Et après bon, la dernière année les choses se sont un petit peu dégradées, mais ça n'avait rien à voir avec mes imitations, j'ose espérer en tout cas. Tes imitations de haut niveau. Donc Philippe Spanghero était autour de la table, Yoann Huget également, Nance. On imagine quand même que cette victoire, elle fait du bien, elle est un peu capitale là dans l'hiver bordelais, cette victoire contre le Racing samedi. Ouais, complètement. Elle fait un bien fou parce que tu l'as dit, on traversait un hiver assez rude entre les absents internationaux et les blessés. On a traversé quand même quelques zones de turbulence. On avait perdu 2 fois à la Piole, donc ça aurait fait vraiment de tâche et ça nous aurait mis en difficulté de perdre un 3e match. Donc on se met une équipe de Racing un peu dans le même cas que nous, un peu en doute, un peu entamé au niveau de son effectif aussi. Donc voilà, petit match à pression. Le temps ne s'y prêtait pas non plus, donc on se disait on va avoir un joli match de water-polo. Et au final, voilà, on en sort vainqueur. Le match aurait pu basculer, mais je pense que quand même tactiquement et devant on les a quand même dominés, donc on a su construire le match et au final on repart avec cette victoire qui va compter et qui fait vraiment du bien. Et je peux vous dire que là le retour à l'entraînement aujourd'hui, il y avait quand même quelques sourires en plus par rapport aux semaines passées. Surtout sur Yannick, non? Il doit être content, Yannick. Ouais, Yannick, il avait la banane, ouais. mais par contre, à la mi-temps. Vidéo, ça lui a fait du bien. Ah oui, mais à la mi-temps, quand vous retournez à la mi-temps, le score est très serré. Vous passez à côté d'un essai. Vous doutez un peu ou pas du tout? Ouais, franchement, je vais pas te dire qu'on était ultra confiants. 6-0, c'était avant s'il nous le marque, notre ami Coleman, ça nous fait un bien fou, tu vois, à la mi-temps. Mais non, on s'est dit qu'il fallait continuer. Voilà, on n'était pas en danger non plus. On était en place défensivement, mais nous, on n'arrivait pas à scorer. Et en plus, le début de seconde mi-temps, on est un peu quand même acculé dans notre camp, on défend. Et tu vois, là, s'il marque à ce moment-là, c'est vrai que là, je pense qu'on peut se mettre le bouillon et c'est peut-être pas le même match derrière. Mais on a bien défendu et derrière, on a su rebondir. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Oh, Philippe, juste...
On va écouter cet extrait quand même. C'était en direct sur notre antenne d'Orient Malvezin. C'était samedi et Nance ne l'a pas entendu. Il était sur la pelouse. La percée peut-être pour l'UBB avec Deporter. L'accélération de Deporter. Il y va tout seul. L'accélération de Deporter. C'est incroyable. L'essai pour l'UBB. 80 mètres montée de Deporter qui marque le doublé. Incroyable l'accélération de Nicolas Deporter. Magnifique travail également de Tevita Tatafou. 19-0 avant la transformation. Bien sûr, incroyable pour Nicolas Deporter. Non, c'était au soutien. Je sais pas si vous avez vu, il était juste un mètre derrière. J'étais là, je poussais avec le souffle. J'étais dans ma course et tout. Je sais pas si tu l'as vu, Yoann. Ouais, j'ai vu, t'as soufflé. Hein. T'as soufflé. On aurait dit le grand méchant loup, tu sais. Ouais. Bah, sinon, il y va pas, je pense. Ça fait partie, tu vois, des trucs que les puristes comme toi, ils le voient. Sinon, ils ne le voient pas. Ouais, je t'ai vu en arrière-plan, enfin, sur la 3e télé que j'avais, parce que je voyais pas au soutien, mais je t'ai vu. T'étais là. La caméra de derrière. J'avais tous les boulons qui tremblaient la 70e. Philippe Spanghero pour Nance Duquin. Bah écoute Nance, bon d'abord bravo, pas de question particulière, mais c'est vrai que cette victoire elle était importante parce que on sentait cette dynamique s'inverser là du côté de l'UBB. C'est aussi une année d'apprentissage pour le club avec d'avoir autant d'internationaux, de devoir composer sans des joueurs cadres avec les blessés en plus qui s'accumulent. Et puis surtout là quand je regardais le classement, ça se chevauche beaucoup entre la 3e et la 8e place. Donc là, une défaite là ce week-end aurait même remis en question le top 6 potentiellement. Alors qu'on sent clairement que c'est l'objectif affiché et c'est normal. Donc bon, j'imagine qu'il y avait quand même une pression un peu particulière quand même sur le match d'hier. Salut Philippe, ouais, t'as tout résumé et on l'a préparé vraiment voilà, sous pression. On savait exactement ce que t'as dit, que voilà, après c'est très serré, mais c'est vrai qu'on peut très vite se retrouver à la 6e place. Là on reprend un peu d'oxygène, mais ouais, on est toujours quand même assez serré, tu vois, dans ce top 6. Donc évidemment que on l'a préparé très sérieusement avec cette petite boule au ventre et on sentait que ça pouvait être et que c'était peut-être un tournant de la saison parce que c'est quand même un concurrent direct aussi le Racing, même si c'était dans la panade comme nous. C'est vrai que non, franchement, elle a fait un bien fou. Ouais. Et les parce que vous étiez, pardon, mais vous étiez vraiment dans les deux mêmes dynamiques, quoi. C'est-à-dire que le Racing avait vraiment besoin de se rassurer aussi, quoi. Parce qu'ils étaient quand même premiers avant le match, le Racing. Ouais, mais ils étaient premiers ex-aequo il y a 4 journées, quoi. Ouais, je crois que ça fait un moment qu'ils sont à 40 points. En plus, on est dans la même situation. On avait perdu 2 fois à domicile les 2 équipes. Ils avaient pris 40 points. Mais ça, c'était avant que tu reviennes, Nance. Là, t'es revenu. En patron. J'osais pas le dire, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard. Fallait remettre les vieux briscards un peu, là. Bon, les Isco ont tenu. Ouais. Déjà, c'était une première victoire pour moi, donc j'étais très content. Le mollet aussi. J'ai vu que t'as tiré le mollet un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, la liste est longue, si tu veux faire toutes mes déchirures, Yoann. Tu nous enverras ton certificat médical quand on regarde tout ça, ton dossier. C'est vrai que t'as fait médecine, toi, c'est vrai. Oui, il faisait ça en double cursus pendant que... Exact. Ouais, bien sûr. Non, mais je l'ai suivi à cette époque. On ne va pas sortir les dossiers Nance de suite. Non. Non, mais on peut dire quand même que vous vous êtes croisés en équipe de France. Bien sûr, vous avez joué ensemble. J'ai eu la chance de jouer avec Nance, bien sûr, et de voir ses premiers pas en équipe de France, de voir son premier spectacle aussi, qui était très intéressant. Ah oui, c'était quoi? Ouais, il était avec son compère, notre ami Vincent Rattez, et ils ont fait un très joli spectacle. D'accord. En roue libre. Pour tout vous dire, quoi. Voilà. On s'arrêtera là, Yoann. Rien à voir avec le cadeau de Yoann Maestri avant un match, non? Non. Rien à voir. Ça, c'était pour ma première. Non, mais très beau cadeau et j'étais ému, franchement. Il a vraiment passé une belle tournée, je pense. Bon. Ouais. Je n'oublierai pas ça. Ouais. Tournée 2017, hein, on est d'accord, en Afrique du Sud. Hein. Ouais. Ok. Non, justement, tiens, ton regard sur l'équipe de France actuelle, là, c'est quoi le problème? T'as beaucoup de coéquipiers qui jouent en équipe de France. C'est quoi, de crise de confiance? Ils sont fatigués? Comment toi tu le perçois et ce qu'ils t'en disent si jamais ils t'en parlent?
Ouais, ils nous en parlent, mais bon, ça reste un peu dans leur cocon à eux du 15. Je vais pas tout dévoiler, mais moi je pense personnellement mon opinion, c'est que tu vois, c'est un même groupe de joueurs très talentueux qui a préparé un événement pendant 4 ans, qui était focus là-dessus. Et qui a roulé sur tout le monde, qui n'a cessé de progresser. Ils sont arrivés à cet événement. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ce que tout le monde sait. Et je pense maintenant que, mais c'est humain, hein, qu'il y a une usure et physique et mentale, quoi. Tu sais, quand tu te jettes à fond, corps et âme, dans une aventure sur un objectif et que tu le réalises ou que tu le réalises pas, derrière t'es obligé de te relâcher, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là physique et mental, je pense qui pêche, mais même si ils veulent peut-être pas l'admettre parce que c'est des compétiteurs et qu'ils veulent se relancer, que c'est normal. Je pense que c'est inconscient et peut-être que Johan le dira plus que moi, mais lui qui a vécu des coupes du monde, mais c'est quand même des préparations intenses. Tu prépares ça longtemps, tu te focalises que là-dessus, tu t'y laisses un jus énorme, quoi. Donc je me dis, derrière, pour te relancer derrière un tel objectif et en plus une déconvenue pareille, je trouve que c'est quand même dur. Donc après, c'est sûr qu'évidemment qu'on peut faire les morts à la fête comme ça a été ces dernières années. Là, ils sont un peu plus dans le dur, mais encore une fois, bon, il y a un vivier, je pense, qui est encore présent et les générations qui arrivent qui sont très talentueuses. Donc, je pense pas qu'il faut être inquiet, mais ce tournoi un peu de transition, c'est qu'il est un peu compliqué pour nous supporters, quoi. Bon, il est surtout de transition, mais après, il y a quand même une tournée en Argentine. Ouais. C'est jamais simple. Si tu vas en Argentine, ils ont prévu de faire souffler un peu tout le monde. Tu vas avec pas mal de jeunes. Ouais. Deux matchs. Mais il y aura peut-être moins d'attente parce qu'on sait que c'est toujours les défaites, c'est des défaites, Philippe. Donc bien sûr, moins d'attente. Si tu sors d'un tournoi compliqué, tu vas en tournée compliquée. Donc derrière, tu reçois. Ça fragilise. Ça fragilise un peu l'ensemble. En fait, ça met une atmosphère pesante qui est pas agréable à vivre. Ça sent le vécu. Un petit vécu de 4-5 ans. Ça sent le vécu. J'ai eu des turnovers, moi aussi. Est-ce que le jeune Deporter que tu as suivi et sur qui tu as soufflé pour qu'il aille à l'essai, ce long essai, doit enquiller ou pas? Non, le problème, c'est qu'il peut pas, parce qu'il peut pas souffler, là, en équipe de France. Il va être embêté. Il va être un peu embêté. Non, mais après, moi, je suis pas sélectionneur. Évidemment qu'il y a d'autres centres de qualité en France, mais moi je le vois évoluer au quotidien et en match. Franchement, pour moi c'est l'avenir, quoi. Il a tout, il a que 20 ans et en plus il a au-delà des qualités rugbystiques, tu vois, qu'ils ont tous maintenant ces jeunes, un peu d'insouciance, pas de pression et tout. Il a ce côté un peu cérébral, quoi. Un peu béglé. Ouais, bien sûr, pour être chauffeur. Tu serais pas d'ici, toi? et du coup, non, je pense qu'il a la tête sur les épaules, il a tout pour être un grand leader, tu vois. Donc je pense que bon, tôt ou tard, je sais pas quand c'est qu'ils vont le lancer, mais ça arrivera. En Argentine, cadeau. En Argentine. Non, on va te laisser parce que Jérôme Daré est là. Tiens, peut-être qu'on peut faire rentrer Jérôme Daré. Peut-être que Nance, voilà, c'est quand même sympa, Jérôme Daré depuis LA. C'est la classe. J'avais envoyé une petite pièce comme quoi j'étais dispo pour les JO et j'ai pas reçu d'appel de Jérôme. Salut Jérôme. Je me ronge un peu les ongles, tu vois. Salut Nantes. J'ai reçu la pièce. Je l'ai vu passer. Bon, merci en tout cas. Nance, tu peux rester si tu veux, mais t'es pas obligé parce qu'il faut se coucher tôt. Yannick Bru nous a dit il faut vraiment qu'à 20h45 il soit au lit. Donc je sais que tu respectes tous les ordres du manager, mais je sais. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir, Nance, et surtout bon déplacement à Montpellier le week-end prochain. Merci, et bonne semaine. À bientôt. Bonne soirée et félicitations à Jérôme pour l'étape de Las Vegas. Voilà. Non, Los Angeles, mais bon, comme tu veux. Los Angeles, ouais, bon, c'est aux States, quoi. Allez, je vous laisse sur cette couche. Allez, merci Nance, en direct au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Jérôme, tu restes avec nous, on se retrouve dans un instant, petite pause et on reparle du Seven avec le coach de l'équipe de France, donc titré à Los Angeles. On en parle sur Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 20h45 sur l'antenne de Sud Radio, au cœur de la mêlée, bien sûr, pour parler de rugby, de tous les rugby, et surtout entre passionnés. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et on est heureux d'accueillir Jérôme Daré depuis l'autre bout du monde, à Los Angeles. On imagine avec le sourire et peut-être un peu la gueule de bois. Jérôme, salut. Bonsoir, vous allez bien, merci pour l'accueil. La gueule de bois pas trop parce qu'on s'est couché tôt quand même. Même pour le staff, ça en était bien rincé. Les joueurs ont bien profité, je pense. Et puis là, on est en workshop là pour travailler sur le futur du rugby à 7. Ah ouais, maintenant vous tout à l'anglaise. C'est pas un atelier de travail, c'est un workshop, quoi. Ouais, workshop, voilà. Voilà. On fait des ateliers de travail pour réfléchir à l'évolution de ce sport et puis bien préparer à Paris 2024, bien sûr. Et puis Los Angeles 2028 maintenant, puisque les yeux sont braqués dans 4 ans déjà. Ouais, Yoann Huget est là, Philippe Spanghero également, vous aussi au 0826 300 300. Jérôme, c'est un aboutissement quand même. Vous couriez après cette première victoire depuis 2005. On en a parlé avec Vincent Clerc qui était là en ouverture d'émission avec nous. On imagine que ça peut être le début, le déclic finalement. On cherchait l'or. Oui, on espère. On cherchait l'or pour envoyer un bon signal à tous nos adversaires. Je crois que c'est quelque chose de fait là. C'était très important sur l'année olympique d'arriver à atteindre cet objectif-là. Maintenant, c'est un pic, c'est juste une étape. On a besoin de consolider ça. Le plus dur reste à venir, je crois. Quand on a réussi à gagner une fois, il faut rééditer, il faut amener de la consistance, et ça va être un gros chantier maintenant, puisqu'on n'a pas l'habitude de ça non plus, donc il va falloir assumer tout ça. Et je crois qu'on s'est bien préparé quand même depuis quelques années maintenant, avec une belle montée en puissance de l'équipe de France à 7, et puis voilà, une réponse favorable du staff, des joueurs pour continuer à grandir, à progresser, et puis surtout à garder beaucoup d'humilité, parce que le rugby à 7, il vous rattrape toujours. Voilà, c'est le roller coaster, comme on dit tout le temps, et je crois que le tournoi de Los Angeles a bien montré. Ça, c'est votre côté surfeur, Jérôme. Yoann Huget, pour Jérôme Daré. Bonjour Jérôme, bonsoir. Félicitations déjà, parce que vous nous avez donné beaucoup de plaisir sur les 2 dernières semaines, et sur les 2 tournois. On a cru sur le premier à Las Vegas, et on a bien fait d'y croire sur Los Angeles. Mais j'ai juste une question, ça n'entache à rien à ce que vous avez gagné, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les équipes comme la Nouvelle-Zélande qui perd contre l'Irlande, ou les Fidji, ces équipes majeures qui étaient là et qu'on sent vraiment à la peine ces dernières sorties? Le niveau il est très très homogène et très relevé. Déjà l'année dernière, il y avait pas mal de signaux qui étaient envoyés par les nations qui veulent glaner des médailles olympiques. Je pense à l'Espagne, l'Uruguay, le Japon qui n'est plus là, ou le Kenya qui s'est qualifié au détriment de l'Afrique du Sud sur les qualifications de territoire. Voilà, c'est un sport qui est voilà, comme très très exigeant et très incroyable en ce sens. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Le moins bien classé peut battre le meilleur classé. Le résultat n'est pas forcément la conséquence du travail fourni à l'instant T. Tout le monde travaille dur. Voilà, c'est une discipline olympique maintenant. Et je crois que tout va se transformer encore, tout va aller très vite et il faut s'habituer à ça. Au rugby, de la dramaturgie, il y a une nouvelle compétition, un nouveau format qui s'est créé cette année et qui engendre encore plus ces effets-là. Donc je crois que c'est de bon augure quand on voit le dernier carré à LA, un carré européen, c'est unique, c'est jamais arrivé. Donc c'est incroyable. Bon, mais tant mieux, ça amène une nouveauté aussi, un peu plus de piment dans notre rugby, dans le paysage du rugby mondial, on va dire. Et puis ça ouvre les portes à des nations qui espèrent un jour grandir et accéder à ce niveau-là. Bon, je pense à Hong Kong, je pense à je viens d'évoquer le Kenya, mais ça peut être aussi l'Allemagne qui a une équipe professionnelle. Il y a des équipes comme ça qui sont en train de grandir partout dans le monde, garçons-filles. Donc c'est assez unique, assez incroyable. L'Irlande, c'était il y a 2 ans, ils étaient dans la 2e division aussi, me semble bien, non? Il y a un peu plus que ça, l'Irlande, il y a 4 ans maintenant, mais quand ils étaient dans la 2e division, ils avaient été invités, parce qu'il y avait des équipes invitées à l'époque, ils avaient réussi quand même à faire un podium. Donc à Londres, je crois que c'était en 2018 ou quelque chose comme ça, et c'était assez incroyable de voir leur mise en progression. C'est un sport qui demande d'apprendre ses codes, d'essayer de le décrypter, voilà, on va dire ça comme ça, mais des nations peuvent arriver très très vite à grandir de manière puissante. Voilà, c'est un peu quelque chose qui est assez unique dans notre sport. Voilà, on n'a pas besoin de première ligne, deuxième ligne, de postes très spécifiques. On a besoin d'avoir des joueurs de rugby avec des compétences incroyables pour pouvoir jouer à ce jeu, mais
mais ça permet à tout le monde de pouvoir exister à un moment donné. J'avais juste une dernière question. Après, je vous lâche. Je voulais donner la parole à Philippe et Johan fait non, parce que j'ai vu que vous étiez sur l'appli. Voilà, c'est une lutte. Non, mais j'ai vu que vous étiez levé à 6h du matin pour la finale, c'est ça? Pas pour la finale. Non, pour le samedi. Pour le samedi. Non, pour le samedi, on avait 3 matchs sur la journée du samedi et on jouait les deux matchs de poule qui nous restaient à jouer, plus le quart de finale. Et t'as réussi à réveiller Antoine à 6h du matin? Ouais, il est carré. non, il respecte les horaires, il est top. D'accord. Bon, il y a l'effet contagion. Il n'y a pas le choix, de toute façon, à 7, tout est. Je pense que c'est le début, Jérôme. Méfie-toi, il va te changer tout l'emploi du temps après. Là, c'était le début, je pense. Le 6h du matin, c'était un peu compliqué. Et à 7, si on rate 2 minutes de match, on a perdu le match. Donc il vaut mieux arriver à l'heure 15. Je laisse la main à Philippe Spanghero. Du coup, putain, tu m'as cassé mon truc. J'avais préparé une question de fou là. En plus, tu t'es trompé de jour et tout. Bon, bref. Ouais. Non, Jérôme, l'essentiel, c'est l'heure. Pas de question, mais c'est vrai que le scénario est quand même exceptionnel pour préparer un peu la montée en puissance jusqu'au jeu en France, sans ramener tout à Antoine, puisqu'on en a parlé en première partie d'émission dans le débat. On parlait de ce qui nous semblait être une vraie plus-value psychologique sur les joueurs qu'on sent plus désinhibés, plus en confiance. Est-ce que tu arrives à le mesurer, toi, déjà, ça, l'apport d'Antoine dans ce vestiaire, malgré l'humilité qu'il a, puisqu'il est nouveau et c'est celui qui découvre le plus ce sport, mais est-ce que tu arrives à mesurer vraiment cet impact psychologique auprès des autres? Oh, mais de toute façon, Antoine est un joueur d'exception, je vais pas le dire, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui il est. Il impacte forcément l'équipe de manière très positive. Il impacte aussi les adversaires et les arbitres. Donc c'est tout bénef. Et quelque part aussi, il vous impacte à vous aussi les médias, puisque vous avez mis en lumière cette discipline grâce à son arrivée aussi. Non, pas nous, Jérôme. On a toujours parlé du Seven, nous. Quand je dis les médias, c'est au sens large, mais c'est génial. Attention. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Ce que je veux dire par là, c'est une belle opportunité avec tout ce que ça va amener aussi dans la mise en progression de l'équipe. C'est nouveau tout ça pour nous. Donc ça, c'est génial. Et franchement, Antoine amène vraiment un peu ce lien qui nous manquait peut-être un petit peu. Je sais pas exactement le définir encore, mais il y avait de la puissance dans cette équipe. Il y avait des choses. On avait fait de belles performances l'année dernière avec 6 demi-finales, 4 médailles. On n'avait pas trouvé l'or, mais là, franchement, ça amène une petite chose de plus. Voilà. Et cette petite chose de plus, j'espère qu'elle va nous servir durablement surtout. Voilà, ouais. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à réitérer derrière et on va être très vigilant parce que le plus dur reste à venir, je pense. Le 0826 300 300, il y a bien sûr des appels. Fabrice de Laurent-Sainte-Marie est avec nous. Bonsoir Fabrice, peut-être un mot pour Jérôme Daré, le sélectionneur de l'équipe de France à 7. Oui, bonsoir. 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 Un grand coup de chapeau déjà, pour ça redonne un peu de ça nous remet un peu de baume au cœur. Voilà, un petit peu de baume au cœur et je vais pas dire que on va pas dire que c'était attendu, c'était espéré quoi. On va dire quoi, c'était espéré. Nous en avons rêvé, ils l'ont fait. Donc chapeau, voilà. Est-ce que vous pensez, Fabrice, qu'il y a un effet Dupont? Est-ce que vous attendiez par exemple à voir Dupont à ce niveau si jamais vous avez pu regarder les matchs malgré le décalage horaire? Au départ, je vais être franc, hein, au départ, on le connaît, hein, on sait le magicien que c'est, mais j'avoue qu'au début j'étais un peu inquiet quoi. J'étais un peu inquiet en me disant mais c'est autre chose quand même. Est-ce qu'il va être fait pour? Et puis j'ai été vite rassuré quoi. Alors l'effet Dupont c'est très amusant parce que c'est justement la réflexion que je me faisais. Clairement. Pour moi, oui, il y a eu un effet Dupont par sa stature aussi, et par sa culture de la gagne. Il y a une culture de la gagne en lui. Hein. Il est jeune, mais il a déjà quand même quelques titres. Et je crois que ça c'est important.
il a manqué aux caisses de France, par contre. Oui, ça c'est clair, quoi. Ça c'est sûr. Tiens, pas beaucoup au Stade Toulousain. Ouais. On y arrive malgré tout sans lui, mais le caisse de France n'a pas trouvé l'équation, par contre. Ouais, c'est la faute de Jérôme Daré. Voilà, il a été trop séduisant avec Antoine et. Non, ouais, mais juste, pardon, si je peux me permettre, au moins on peut clôturer le débat. On peut clôturer le débat sur la nécessité d'amener Antoine Dupont à 7, qui bascule, qu'on accepte qu'il bascule. Je crois que là, définitivement, on peut clôturer ce débat-là. Jérôme, toi qui es à Los Angeles, voilà, j'ai quand même une petite surprise pour toi. On a une surprise pour toi. C'est Thierry Janezek qui est avec nous quand même. C'est c'est la figure emblématique. Ouais, Thierry, le zèbre depuis le train. Voilà, il est dans un train, Thierry. C'est pour ça que c'est difficile. Est-ce que tu nous entends? Et il y a Jérôme au bout du fil. Je vous entends. Oui, je vous entends. Félicitations. Je suis vraiment très content. Et j'étais très touché par cette belle performance. C'était mérité. Ça conclut un travail de longue haleine qui a été mené par Jérôme Daré conjointement avec Christophe Rey, qui ont fait un super boulot pour amener le rugby à ce niveau-là. C'était pas facile, parce que je vous garantis qu'avec les clubs professionnels, pour pouvoir avoir les joueurs, c'est très compliqué. Et par rapport à Toulon, je pense qu'on peut dire un grand merci au Stade Toulousain d'avoir laissé Dupont à l'équipe de France. Voilà. Bon, Thierry, tu as été l'entraîneur pendant de longues années de cette équipe. On va dire tu es celui qui a creusé le sillon du 7 en France. Qu'est-ce qu'elle représente, cette victoire à Los Angeles dans la nuit dernière? Une belle nuit blanche déjà. Parce qu'en tant qu'ancien entraîneur, premier supporter, tout ce qu'on voudra, j'ai pas eu besoin de mettre le réveil. Je me suis réveillé juste 5 minutes avant le coup d'envoi de cette grande finale, et cette victoire. Il y a quasiment 20 ans qu'on attend que la France gagne. Je suis très heureux que ce se concrétise là sous l'ère de Jérôme Daré, qui fait un boulot magnifique. Mais quand même, derrière lui, il y a une très très grosse équipe. Quand je pense à son staff, avec Christophe Rey qui se démène très très bien. C'est quand même l'artisan de ce qui arrive maintenant, quoi. Les relations avec les clubs, mettre les joueurs à disposition, c'est pas facile, parce que quand on demande au commun du mortel de donner des noms de joueurs de l'équipe de France de rugby à 7, il y a beaucoup de joueurs qui sont inconnus, quoi, je dirais. Et avec ça, faire une équipe de ce niveau-là, c'était vraiment un énorme pari qui a été réussi. Et maintenant, ces joueurs, maintenant que tout le monde connaît, ça donne un énorme élan à ce sport qui avait besoin d'une performance comme ça là, depuis quasiment 19 ans, quoi. Ouais. Et maintenant, Jérôme Daré, t'as la pression. Vous avez la pression. Oui, non, mais alors je suis très content d'entendre Thierry avec moi sur Sud Radio, parce que c'est Thierry qui m'a amené la première fois à Hong Kong, Hong Kong Seven en 2000, donc ça commence à dater déjà aussi. On avait fait une belle performance, voilà, ça avait été déjà très très magique. Et puis hier soir là, je voulais faire un petit clin d'œil quand même, parce que c'est le seul entraîneur qui a gagné une médaille sur le circuit mondial à 7. Voilà, hier soir, c'est la première personne que j'ai appelée, après ma femme bien sûr, mais c'est la première personne que j'ai appelée sur son lit. Mais je voulais faire un clin d'œil à tout le staff, parce que Thierry est toujours présent, il fait partie de l'héritage. Voilà, c'est quelqu'un de très important dans le paysage du rugby à 7. Donc Thierry, merci pour ton soutien, je te le dis de vive voix là, devant tout le monde, c'est très très important de t'avoir pas loin aussi encore aujourd'hui, voilà. Donc voilà, on n'a que de la bonne pression. Voilà. Et surtout, merci à vous de nous avoir offert ce cadeau magnifique, parce que ça sentait bon depuis le début, ça sentait bon depuis très longtemps. On savait que ça allait arriver, qu'on allait gagner un tournoi, et c'est pas fini. C'est rien. Et je vais compléter un petit peu, parce que là, vite. Compléter avec la pression, on joue les Jeux Olympiques à Paris, c'est quelque chose d'incroyable, d'extrêmement puissant. On va représenter la France, et je crois que c'est tout un écosystème qui se construit là avec Christophe, Thierry l'a évoqué, tous les clubs qui travaillent avec nous, la fédération, l'agence nationale du sport et tout ça là,
c'est la Ligue nationale de rugby qui contribue aussi à faire grandir l'équipe de France à 7 et c'est super. Merci Jérôme Daré d'avoir été avec nous depuis Los Angeles. Bravo encore. On remercie Fabrice de Laurent Saint-Omarie d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé au 0826 300 300. C'est un plaisir. Et puis Thierry Janezek, voilà pour le clin d'œil de ce rugby que tu as soutenu et que tu as fait grandir toi aussi en France. On est heureux de parler de tout le rugby sur Sud Radio. On remercie Philippe Spanghero, Yoann Huget, Aude au standard, Quentin Cabanis bien sûr. Et on vous retrouve dès le week-end prochain parce qu'il y aura la Pro D2 vendredi, le Top 14 samedi avec le tournoi destination, et puis dimanche on vivra aussi le match en intégralité Galles-France à partir de 15h30 sur notre antenne. Merci messieurs et bonne soirée, à bientôt et bonne journée pour Jérôme.